Es-tu vraiment vivant ou fais-tu simplement que respirer? Il est facile de confondre l'existence avec le fait de vivre. Tu te réveilles chaque jour, tu fais les mêmes routines, tu travailles, tu socialises, tu regardes la télé, puis tu dors pour tout recommencer le lendemain. Mais est-ce vivre ou juste exister en pilote automatique? Pose-toi cette question. Si aujourd'hui était ton dernier jour, le passerais-tu exactement comme tu l'as prévu? Serais-tu satisfait de savoir que ta vie s'est terminée en plein milieu de tes routines habituelles? Ou ressentirais-tu un pincement de regret en réalisant que tu n'as jamais vraiment saisi l'occasion de vivre délibérément? Prendre des risques, saisir des opportunités ou poursuivre des rêves qui comptent vraiment pour toi. En réalité, la plupart des gens vivent aujourd'hui en mode pilote automatique. Le pilotage automatique existentiel est un état silencieux et omniprésent de vie passive, où les décisions ne sont pas prises consciemment, mais plutôt comme des réponses automatiques aux attentes extérieures ou à des habitudes ancrées. Vous avancez dans la vie sans jamais prendre le temps de vous demander pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous choisissez une carrière parce qu'elle est pratique. Vous restez dans des relations par confort, ou vous maintenez des amitiés par habitude plutôt que par véritable connexion. Vivre ainsi entraîne non seulement de la monotonie, mais aussi une érosion subtile de votre identité, créativité et bonheur. Les jours, les semaines, voire les années se fondent en un flou indistinct, vous laissant vous demander « Où est passé le temps ? Comment en suis-je arrivé là ?» Le pilote automatique existentiel n'est pas toujours évident, car il est souvent confortable. Il vous donne l'illusion de la sécurité, un schéma prévisible qui semble vous protéger de l'incertitude et du chaos de la vie. Sous ce confort apparent se dissimule une anxiété profonde, cette impression persistante que la vie pourrait être plus riche et vibrante. C'est une angoisse. Les philosophes appellent à cela l'angoisse existentielle, une conscience aiguë de la brièveté et de la fragilité de la vie, qui surgit lors de moments de réflexion. Au lieu de fuir cette angoisse existentielle, des philosophes comme Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche et Albert Camus pensaient qu'il fallait l'affronter de front. Ils soutenaient que reconnaître la nature éphémère de la vie ne doit pas vous paralyser, mais peut au contraire vous libérer, en vous poussant à vivre de manière intentionnelle et authentique. Nous allons expliquer précisément comment sortir du pilote automatique existentiel et commencer à vivre une vie consciente et intentionnelle. Nous explorerons des idées existentielles et des outils pratiques issus de penseurs influents de l'histoire, en vous apportant la clarté et le courage dont vous avez besoin pour sortir de votre zone de confort et reprendre le contrôle de votre vie. À la fin, vous comprendrez non seulement pourquoi il est crucial de sortir du pilote automatique, mais aussi exactement comment le faire. Il est temps d'arrêter de respirer et de commencer à vivre. Nous avons tous ressenti cette étrange impression que le temps passe vite, que jours, semaines et mois s'enchaînent, puis soudain on se demande où il est passé. Vous vous levez, vérifiez votre téléphone, vous brossez les dents, prenez un petit déjeuner rapide, partez travailler, rentrez, vous divertissez un peu, puis dormez et recommencez. Au début, ce schéma semble inoffensif, c'est juste la vie, non ? Mais avec le temps, une inquiétude commence à grandir en arrière-plan. Un vide terne, une voix discrète qui demande « Est-ce tout ce qu'il y a ?» C'est la crise de vivre en pilote automatique. Que signifie vraiment vivre en pilote automatique ? En surface, c'est une vie gouvernée par la routine. C'est lorsque vous traversez votre journée sans réflexion consciente ni choix délibéré, guidé davantage par l'habitude, les attentes extérieures et les schémas sociaux que par vos propres valeurs ou désirs. Vous ne prenez pas de décision parce que vous désirez profondément quelque chose, mais parce que c'est ce que vous êtes censé faire. Vous étudiez ce qui est pratique, pas ce qui vous passionne. Vous travaillez pour payer les factures, non par épanouissement, et passez du temps avec des gens par obligation, non par connexion. Vous faites défiler sans fin sur votre téléphone,
non pas par plaisir, mais pour combler le silence. Vivre en pilote automatique ne veut pas dire que vous êtes paresseux ou improductif. Vous pouvez être très occupé, avoir un agenda surchargé et toujours faire sans vraiment être. C'est là l'essentiel. Vous êtes actif mais pas éveillé. Il n'y a pas de présence, pas d'intentionnalité, pas d'engagement authentique avec votre propre vie. Vous bougez, mais vous n'allez nulle part où cela compte pour vous. Et ce mode de vie a un coût élevé. Avec le temps, le coût psychologique devient difficile à ignorer. Un sentiment insidieux d'insatisfaction persiste, comme s'il manquait quelque chose sans savoir quoi. L'anxiété grandit, non pas toujours en panique, mais comme un bourdonnement sourd et constant. C'est l'inconfort d'être en décalage avec soi-même. C'est la tension de vivre une vie qui semble parfaite à l'extérieur, mais qui paraît vide à l'intérieur. Plus vous restez en pilote automatique, plus il est difficile de vous souvenir de qui vous êtes. Sous les couches de routine, vous commencez à remettre en question votre but, votre identité et le sens de tout ce que vous faites. Le regret commence à murmurer, surtout dans les moments de silence, quand le bruit s'estompe et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées. Les gens décrivent souvent ce sentiment comme une crise de la quarantaine, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une question d'âge, c'est une question de prise de conscience. Cette crise peut frapper tout le monde, à tout moment. Lorsqu'ils prennent conscience d'être en pilotage automatique, c'est là que tu te réveilles. Dans une vie que tu ne reconnais pas, construite sur des choix que tu n'as jamais consciemment faits. C'est là que l'existentialisme intervient, non pas comme une philosophie sombre, mais comme un appel radical à se réveiller. Les penseurs existentialistes comme Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger et Albert Camus croient que le cœur de l'existence humaine réside dans notre liberté. Pas seulement la liberté politique ou la liberté de mouvement, mais une forme de liberté plus profonde et plus effrayante, la liberté de choisir ce que ta vie signifie. Selon Sartre, l'existence précède l'essence. Cela signifie que tu ne nais pas avec un but ou une identité prédéfinie. Tu existes d'abord, et ensuite, c'est à toi de définir qui tu es, à travers tes actions et tes choix. En d'autres termes, tu n'es pas un passager, c'est toi qui es au volant. Mais la plupart des gens ne veulent pas de cette responsabilité, c'est terrifiant. À la place, ils se réfugient dans des routines, des rôles sociaux ou des distractions pour éviter d'affronter la liberté de façonner leur vie. Martin Heidegger a décrit cette condition comme une chute dans le on, où l'on devient simplement un membre de la foule, faisant ce qu'ils font, pensant ce qu'ils pensent. Vous cessez d'être vous-même et commencez à devenir un vague écho du monde qui vous entoure. Vous existez, mais pas de manière authentique. Et cette existence inauthentique mène à ce que Heidegger appelait le Dasein inauthentique, un état où vous êtes déconnecté de votre potentiel. Vous ne choisissez pas votre chemin, vous dérivez simplement sur une voie déjà tracée. Albert Camus, quant à lui, a abordé cette crise à travers le prisme de l'absurdité. Il considérait la condition humaine comme fondamentalement absurde. Nous cherchons un sens dans un univers qui par défaut n'en offre aucun. Cette prise de conscience, soutenait-il, n'a pas à mener au désespoir. En fait, elle peut être le début de la liberté. Lorsque vous acceptez que la vie n'a pas de sens intrinsèque, vous n'êtes plus lié par de fausses attentes ou des buts imposés. Vous êtes libre de créer votre propre sens. Camus a écrit avec célébrité. Pour affronter un monde non libre, il faut devenir si libre que votre existence même devienne une rébellion. En d'autres termes, vivre intentionnellement selon ses propres termes est une forme de résistance contre le vide d'une vie en pilote automatique. Le point clé ici, c'est que cet existentialisme ne vous dit pas quoi faire de votre vie. Il ne vous donne pas une liste de choses à faire pour être heureux, ni une formule pour réussir. Au lieu de cela, il exige que vous décidiez, que vous affrontiez la question inconfortable. Que veux-je que ma vie signifie ? Cela vous met au défi d'arrêter de dériver, de prendre le volant et de commencer à choisir délibérément, même si ce choix est difficile, non conventionnel ou risqué. Mais la plupart d'entre nous ne commencent pas là, nous commençons souvent dans la crise. L'engourdissement, l'anxiété et le regret nous forcent à faire une pause. C'est ce sentiment que quelque chose ne va pas, que nous avons perdu le contact avec notre boussole intérieure, et c'est normal. Parfois,
Il faut de l'inconfort pour nous pousser à prendre conscience. Parfois, la rupture est le début de la percée. Alors si tu te sens bloqué, vide ou détaché, sache que ce sentiment n'est pas la fin. C'est un signe que tu es en train de t'éveiller. C'est la première fissure dans la coquille de la routine. Et à travers cette fissure, quelque chose de nouveau peut émerger. Une vie bâtie avec conscience et courage. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre en pilote automatique. Tu n'es pas obligé de continuer à te dire oui à une vie que tu n'as jamais consciemment choisie. L'existentialisme nous rappelle que nous avons toujours le choix, même si le monde nous dit le contraire. L'existentialisme est souvent mal compris. Les gens entendent ce mot et supposent que ce n'est qu'une autre philosophie compliquée et déprimante, quelque chose réservé aux salles de classe universitaires ou aux intellectuels mélancoliques qui broient du noir dans les cafés. Mais au fond, l'existentialisme est étonnamment simple et puissant. Cela commence par une vérité fondamentale. La vie n'a pas de sens prédéfini. Aucun manuel ou plan universel ne définit comment vivre ou votre but. Vous naissez, vous existez, et vos choix définissent votre vie. Cette liberté fonde la pensée existentialiste. Cela la rend aussi inconfortable, car sans scénario, vous devenez l'auteur. Un sens prédéterminé. Alors vous devez créer le vôtre, et cela signifie que tout, votre bonheur, vos valeurs, votre identité, est finalement de votre responsabilité. Jean-Paul Sartre, l'une des voix les plus marquantes de la philosophie existentialiste, l'a dit franchement, l'homme est condamné à être libre. À première vue, cela semble contradictoire. La liberté n'est-elle pas une bonne chose ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas quelque chose pour laquelle nous nous battons ? Mais Sartre ne parlait pas de liberté politique ou sociale. Il voulait dire quelque chose de plus profond. La réalité existentielle que nous sommes libres, que cela nous plaise ou non. Nous sommes condamnés à la liberté, sans moyen d'y échapper. Même ne rien faire, même refuser de choisir, c'est en soi un choix. Vous ne pouvez pas vous soustraire à la responsabilité de votre vie. Vous pouvez seulement la retarder, et généralement au prix de votre paix, de votre authenticité et de votre potentiel. Ce que Jean-Paul Sartre souligne vraiment, c'est le fardeau de la liberté. Si vous êtes vraiment libre, vous ne pouvez blâmer personne ni rien pour la direction de votre vie. Vous ne pouvez pas dire que c'est seulement à cause de mon éducation, des attentes de la société ou d'un manque d'alternatives. Ces choses peuvent vous influencer, oui, mais elles ne vous définissent pas. Vous gardez toujours la capacité de choisir, même si les choix sont difficiles, et cette prise de conscience peut être terrifiante. La plupart des gens ne veulent pas ce genre de responsabilité. Il est plus simple de suivre un chemin tracé, de laisser les autres décider de la valeur et de faire comme tout le monde en espérant que tout ira bien. Mais l'existentialisme arrache cette illusion. Il exige que tu te réveilles et choisisses de façon délibérée et courageuse. Ce type de réflexion n'est pas seulement philosophique, il est profondément pratique. Nous abandonnons souvent notre pouvoir sans le réaliser, acceptant des emplois que nous détestons par manque de choix. Nous restons dans des relations toxiques, parce que recommencer semble trop difficile. Nous réprimons nos rêves et nos passions parce qu'ils ne semblent pas réalistes, et chaque fois que nous faisons cela, nous abandonnons un peu plus de nous-mêmes. L'existentialisme dénonce cela. Il nous oblige à voir à quelle fréquence nous abandonnons notre liberté en échange du confort ou de la certitude. Et il nous rappelle que ces conforts ont un prix, l'érosion lente de notre sentiment d'identité. Mais c'est là que l'existentialisme devient source de puissance, cette même prise de conscience que personne ne viendra vous sauver, qu'il n'y a pas de... L'absence de manuel signifie aussi que vous êtes totalement libre de réécrire votre histoire. Vous n'avez pas à attendre une autorisation. Vous n'avez pas à suivre la définition du succès d'autrui. Vous pouvez vous réveiller demain et choisir autrement. Vous pouvez réaligner vos actions avec vos valeurs. Vous pouvez arrêter d'avancer en pilote automatique et commencer à vous présenter comme la personne que vous voulez réellement être.
Ce genre de liberté est rare, et il est facile de l'ignorer dans un monde obsédé par les formules et les solutions rapides. Mais l'existentialisme rappelle que la vraie transformation vient de l'intérieur et débute lorsque vous assumez pleinement votre vie. C'est là que le concept d'angoisse existentielle entre en jeu, une notion centrale de la pensée existentialiste qui est souvent mal comprise. La plupart d'entre nous fuient de l'angoisse à tout prix. Nous la voyons comme un défaut, une faiblesse, quelque chose à corriger ou à soigner par des médicaments. Les existentialistes perçoivent l'angoisse autrement. Ils la considèrent comme un signal, une alerte intérieure indiquant que quelque chose de plus profond se passe. L'angoisse existentielle survient quand nous prenons conscience du poids de notre liberté et que notre vie ne reflète pas notre véritable identité. Lorsque nous ressentons l'inconfort de ne pas être fidèles à nous-mêmes, cette angoisse n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous réveiller. La friction entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir, si vous l'écoutez, peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de fuir l'angoisse existentielle, nous pouvons l'accueillir, nous pouvons la laisser nous pousser à poser de meilleures questions. Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je suis présent dans ma vie avec intention? Est-ce que je fais des choix qui comptent? Ou est-ce que je réagis simplement par peur ou par habitude? Ce ne sont pas des questions confortables, mais ce sont celles qui mènent à un vrai changement. Parce que lorsque tu commences à te les poser, honnêtement, tu commences à voir les façons dont tu t'es caché à toi-même. Et dans cette prise de conscience réside ton opportunité de grandir. La philosophie de Sartre ne vise pas à te faire honte ou culpabiliser sur ta vie. Jusqu'à présent, c'est une invitation audacieuse et sans détour à commencer à vivre intentionnellement, à arrêter de blâmer le passé, le monde ou la malchance. Pour réaliser que, peu importe où tu es, ou à quel point tu te sens perdu, tu peux commencer à prendre tes responsabilités dès maintenant. Tu peux choisir tes valeurs, tu peux choisir tes relations, tu peux choisir tes habitudes, ta concentration, tes croyances, et à travers ces choix, tu crées du sens. C'est l'existentialisme en action, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas théorique, c'est profondément humain et intensément réel. Les philosophes évoquaient Sartre, Camus, Heidegger. Ils ne discutaient pas seulement d'idées, mais tentaient aussi de répondre aux mêmes questions que nous affrontons tous. Pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire de ma vie? Comment vivre d'une manière qui a du sens? Leurs réponses n'étaient pas toujours faciles, et elles n'étaient pas toujours optimistes, mais elles étaient honnêtes. Ils ont regardé directement la réalité brute et inconfortable du fait d'être humain. Et ils ont proposé un chemin à travers cela. Un chemin construit non pas sur la fantaisie ou l'espoir, mais sur le courage, le choix et l'authenticité. Quand vous voyez une photo de Sartre debout dans le Paris d'après-guerre, cigarette à la main, les yeux brûlants d'un feu intellectuel, ce que vous voyez vraiment, c'est un homme qui a osé dire que vous êtes responsable de votre vie, personne d'autre. En lisant Camus sur l'absurde et la joie dans un monde sans sens, on découvre un homme convaincu que la révolte reste possible face au désespoir. Même si la vie est éphémère et fragile, elle peut être magnifique si nous choisissons de la vivre ainsi. Ces idées ne sont pas réservées aux livres d'histoire, elles sont pour vous, aujourd'hui. Pas besoin d'être philosophe pour vivre avec intention. Il suffit de décider que votre vie mérite votre présence, votre liberté aussi sacrée qu'effrayante, que votre anxiété n'est pas une malédiction, c'est une boussole, et que personne ne peut vivre votre vie. Mais vous... Visualisez une personne debout seule dans un vaste espace ouvert, le monde s'étendant dans toutes les directions. Il n'y a pas de carte, pas de guide, juste l'horizon, l'inconnu et la responsabilité de faire un pas. C'est ce que Sartre voulait dire, c'est ça, l'existentialisme. Tu es ici, tu es vivant, et ce que tu fais de cela dépend entièrement de toi. Il y a une sorte de souffrance silencieuse qui ne crie pas, qui ne ressemble pas à un effondrement total et qui ne s'accompagne pas de crises dramatiques. Un engourdissement subtil, avec l'impression que quelque chose cloche. Même si tu n'arrives pas vraiment à expliquer ce que tu ressens, tu fonctionnes,
Tu fais ce que tu es censé faire, mais au fond de toi, tu as l'impression de ne pas vraiment être là. C'est l'un des signes les plus évidents que tu vis en pilote automatique. La vie bouge autour de toi et à travers toi, mais tu n'es pas vraiment éveillé à l'intérieur. Les conversations te semblent superficielles, les journées se répètent, et tu te surprends à faire les choses machinalement sans te sentir vraiment connecté à ce que tu fais. Tu souris, tu hoches la tête, tu participes, mais il manque quelque chose d'essentiel, et le plus effrayant, c'est que tu commences à t'y habituer. Pense à la fréquence à laquelle tu te surprends à oublier ce que tu viens de faire. Tu entres dans une pièce, et tu oublies pourquoi. Tu finis de manger, et tu ne te souviens même pas du goût de ta nourriture. Tu conduis quelque part et tu arrives sans aucun souvenir du trajet. Ce ne sont pas seulement des signes de distraction, mais aussi de déconnexion. Tu es là physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Tu es ailleurs, et cet ailleurs est souvent un lieu de fuite, pas d'engagement. Ce détachement devient ta norme, et lentement, il s'étend à tout. Tu arrêtes de remarquer la couleur du ciel, le son de ton propre rire, la façon dont ton corps se sent quand tu t'étires ou que tu respires profondément. Tu perds le contact avec la richesse de l'instant présent, et la vie devient floue. Un signe fort que tu es en pilote automatique, c'est ta façon de gérer tes rêves. Les choses que tu as toujours voulu faire, la vie que tu as imaginée pour toi-même. Quand tu es coincé en mode passif, ces rêves sont mis de côté, tu te dis que tu t'en occuperas un jour. Tu repousses le voyage, celui que tu as toujours voulu faire. Tu retardes de travailler sur ce projet qui t'enthousiasme, tu attends le moment parfait pour changer. Un moment qui n'arrive jamais. Peut-être voulais-tu débuter un loisir créatif, changer de carrière, déménager, lancer une entreprise ou apprendre une langue. Quoi que ce soit, ça reste en arrière-plan comme un fantôme, et chaque fois que tu l'ignores, une partie de toi s'efface un peu plus. Et avec le temps, cela devient la norme. Tu repousses sans cesse ce qui compte vraiment, tout en te convainquant que tu es simplement trop occupé ou pas encore prêt. Nous cachons souvent cela par des distractions, noyant nos pensées dans le bruit pour les éviter. Alors on fait défiler, encore et encore. Les réseaux sociaux deviennent non seulement une habitude, mais aussi un anesthésiant. Tu prends ton téléphone sans même y penser. Tu ouvres une application, puis une autre, puis encore une autre. 10 minutes passent, puis 30, puis 1 heure. Et quand tu relèves enfin la tête, tu te sens encore plus vide qu'au début. Tu ne t'es pas reposé, tu n'as pas créé de lien, tu n'as pas grandi, tu as juste fui. Plateforme de streaming, vidéos et contenus interminables sans intérêt. Tout cela offre une solution rapide à l'inconfort, mais ça te laisse vide. Tu ne consommes pas ça parce que tu l'aimes. Tu le consommes parce que c'est plus facile que d'affronter ton propre silence. Mais ce silence, c'est là que ta vérité réside. Parfois, le pilote automatique provoque un engourdissement émotionnel. Tu arrêtes de ressentir la joie comme avant. Les choses qui t'enthousiasmaient autrefois ne te font presque plus rien. Maintenant, tu ris moins. Pas parce qu'il n'y a rien de drôle, mais parce qu'il en faut plus pour percer le brouillard dans lequel tu te trouves. Même la tristesse peut commencer à sembler atténuée. Ce n'est pas un vrai désespoir, juste un mécontentement latent, comme un voile gris partout. Tu pourrais penser que tu es juste fatigué ou que c'est normal, mais au fond, tu sais que tu n'es pas censé vivre ainsi. Tu étais censé ressentir pleinement, vivre les hauts et les bas de la vie dans toute leur intensité. Quand cette palette d'émotions se réduit à la monotonie, quelque chose en toi commence à se faner. Fais attention à la façon dont tu te parles. Est-ce que tu rationalises constamment tes choix avec des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou bien « au moins, j'ai un travail » où tout le monde fait la même chose. Ce sont des mécanismes d'adaptation, des façons de justifier une vie qui ne te correspond plus. Ce sont des phrases en pilote automatique, des scripts qui te maintiennent petit, docile et confortable, et ils sont dangereux. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont à moitié vrais. Ils contiennent assez de vérité pour te garder piégé. Mais l'autre moitié, la partie que tu n'admets pas, c'est que tu veux plus. Tu as soif de but, tu as soif de profondeur, tu as soif de liberté, et aucune justification ne pourra faire taire ce désir pour toujours. Regarde comment tu utilises ton temps. Tes journées sont-elles remplies d'actions intentionnelles ou simplement de tâches sans fin qui t'épuisent ? Est-ce que tu termines ta journée en te sentant épanoui ou simplement soulagé qu'elle soit finie ? Crées-tu ou te contentes-tu de consommer ce que d'autres ont fait ? Passes-tu plus de temps à réagir qu'à initier ?
Le pilote automatique se nourrit de la réactivité. Tu te réveilles et tu vérifies immédiatement les notifications. Tu réponds aux emails, tu vas au travail et tu fais ce qu'on te demande. Tu rentres à la maison et tu t'effondres devant le média le plus pratique. Tu suis un schéma qu'on t'a imposé, pas un que tu as conçu toi-même. Même quand tu as du temps libre, tu ne réfléchis pas ou ne te recentres pas, tu t'évades. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'inertie. Et la seule façon de briser l'inertie, c'est de la reconnaître. Pose-toi des questions difficiles et sois brutalement honnête avec tes réponses. Quand as-tu ressenti la sensation d'être vraiment vivant pour la dernière fois? Quand as-tu pris un risque pour quelque chose qui comptait pour toi pour la dernière fois? Quand as-tu dit non à ce qui était facile et oui à ce qui avait du sens pour la dernière fois? Es-tu fier de comment tu passes tes journées? Est-ce que tes actions reflètent tes valeurs les plus profondes ou est-ce qu'elles te permettent simplement de garder la tête hors de l'eau? Que fuis-tu en restant occupé? Qui serais-tu sans le regard des autres? Si tu n'essayais pas de répondre aux attentes de quelqu'un, à quoi ressemblerait ta vie si tu la vivais intentionnellement? Ces questions sont volontairement inconfortables. Elles retirent les couches de distraction et d'agitation pour révéler ce qu'il y a dessous. Elles te mettent face à ta vérité, pas à ton personnage public, pas à ton mode survie, mais à ton moi brut, sans filtre. Et cette confrontation, même si elle fait peur, est la première étape vers le changement. Tu ne peux pas réparer ce que tu refuses d'affronter, ni affronter ce que tu continues d'engourdir. Tu te dis peut-être, je ne sais pas comment vivre autrement. Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Pas encore. Ce qui compte, c'est que tu commences à faire attention. Que tu arrêtes de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Que tu retrouves de la curiosité pour ta propre vie. La prise de conscience est le début de la transformation. Et une fois que tu vois les schémas, tu peux commencer à les briser, tu peux reprendre le contrôle. À chaque choix conscient, tu peux remplacer l'engourdissement par la présence, la routine par l'intention et la vie passive par la création intentionnelle. La question est, es-tu prêt à te réveiller ? La plupart des gens vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde. On fait des plans pour un jour, on dit qu'on poursuivra nos rêves. En attendant d'être plus stable, confiant et préparé, on remet à plus tard les conversations difficiles, les grandes aventures et les décisions audacieuses, parce qu'on croit que demain nous attendra. Mais la mort a une façon de nous rappeler que demain n'est jamais garanti, que notre temps n'est pas infini, que la vie n'est pas une répétition. Pourtant, nous agissons comme des immortels, évitant de penser à la mort car cela nous dérange. La vérité, c'est que se souvenir de notre mort est l'un des outils les plus puissants pour vraiment commencer à vivre. Les stoïciens avaient une expression pour cela, memento mori, souviens-toi que tu dois mourir. Ce n'était pas pour effrayer ou déprimer, mais pour inciter à vivre pleinement chaque jour, car il peut être le dernier. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus pratiques, a beaucoup écrit à ce sujet. Il nous a avertis de ne pas gaspiller notre temps, car on ne le récupère jamais. On peut gagner plus d'argent, rencontrer de nouvelles personnes, acquérir de l'expérience, mais le temps perdu ne revient jamais. Et le problème, ce n'est pas que la vie soit trop courte, soutenait Sénèque, c'est que nous en gaspillons tellement. Nous passons des heures à courir après des choses qui n'ont pas d'importance, à nous inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler, et à ignorer celles qui donnent réellement de la profondeur et du sens à la vie. Sénèque n'écrivait pas seulement pour les philosophes ou les rois, il écrivait pour tout le monde, pour tous ceux qui ont déjà laissé les années filer dans un brouillard d'occupation et de distraction, disait-il. Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez, et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. Ce qui signifie que nous avons peur des mauvaises choses. Nous craignons l'inconfort, l'échec, la honte, tout en vivant comme si la mort n'existait pas. Mais elle existe. Et si vous laissez cette réalité vous imprégner, pas de façon morbide, mais de manière concentrée et intentionnelle, cela peut complètement transformer votre façon de vivre.
Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que cela pourrait être le dernier. Perdriez-vous votre énergie dans des disputes inutiles ou à faire défiler votre téléphone sans réfléchir? Repousseriez-vous ce rêve d'un an ou vous présenteriez-vous avec urgence et gratitude? Martin Heidegger, l'une des figures centrales de la philosophie existentialiste, pensait également que la conscience de la mort est essentielle à une vie authentique. Il a introduit l'idée de l'être vers la mort, le concept selon lequel vivre authentiquement suppose d'être pleinement conscient de notre mortalité. Beaucoup tentent d'éviter cette prise de conscience. Nous nous distrayons avec des routines, des divertissements, des plans sans fin pour l'avenir. Heidegger appelait cela l'inauthenticité, quand nous vivons comme si nous étions seulement dans la foule, détachés de la réalité de notre existence. Mais lorsque nous sommes confrontés à la mort, lorsque nous absorbons vraiment le fait que nous sommes des êtres finis, quelque chose change. Nous commençons à poser des questions différentes, nous commençons à chercher de vraies réponses. Nous arrêtons de remettre à plus tard ce qui compte, et nous commençons à agir à partir d'un lieu de vérité. Se tourner vers la mort, ce n'est ni abandonner ni devenir morbide, mais vivre chaque instant en conscience de sa fragilité et de son unicité. Quand on vit avec la mort à l'esprit, on est plus susceptible de parler honnêtement, d'agir avec courage, d'aimer plus profondément, et d'arrêter de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. On arrête de faire semblant, et on commence à devenir la mort. La conscience ne rétrécit pas ta vie, elle l'affine, elle met tout au point. Alors laisse-moi te poser une question directement. Si tu n'avais plus qu'un an à vivre, comment vivrais-tu différemment ? Si tu savais avec certitude que dans 365 jours, ton temps serait écoulé, qu'est-ce qui changerait ? Est-ce que tu ferais toujours le même travail, passerais du temps avec les mêmes personnes, vivrais au même endroit ? Est-ce que tu continuerais à remettre à plus tard les choses que tu veux faire depuis des années ? Aurais-tu encore peur de prendre ce risque, de lancer ce projet ou d'exprimer ce que tu ressens vraiment ? Sois honnête avec toi-même. Prends vraiment le temps de réfléchir à la question. La vérité dérangeante, c'est que ce scénario n'est pas seulement hypothétique. Tu ignores combien de temps il te reste, comme nous tous. La plupart des gens ne commencent à vivre qu'après avoir reçu un électrochoc, perdu quelqu'un qu'ils aiment, reçu un diagnostic ou frôlé la mort eux-mêmes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils le réalisent. À quel point ce voyage est court, à quelle vitesse tout peut leur être enlevé, combien de temps ils ont déjà laissé filer. Vous n'avez pas à attendre une tragédie pour vous réveiller. Laissez la philosophie le faire. C'est le cadeau du Memento Mori. C'est un rappel intégré à votre vie quotidienne. C'est ça, c'est votre vie. Ne dormez pas à travers elle. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous n'avez pas besoin de tout laisser tomber et de déménager sur un autre continent, mais vous devez commencer à agir, comme si votre temps comptait, parce que c'est le cas. Chaque jour où vous vous réveillez ne revient jamais. Chaque conversation peut être la dernière avec quelqu'un. Chaque occasion manquée peut ne jamais revenir. Chaque instant passé à plaire aux autres de façon inauthentique, à suivre le scénario d'autrui, est un moment volé à la vie qui aurait pu être la vôtre. Commencez petit. Si vous devez commencer par prêter attention, observez comment vous passez votre temps. Remarquez quand vous vous anesthésiez. Demandez-vous pourquoi vous évitez certains choix. Soyez honnête sur les choses que vous repoussez depuis des années. Appelez les personnes avec qui vous avez perdu contact. Dites la vérité. Même si votre voix tremble, cessez de dire « un jour » et dites « maintenant ». Vivre en pensant à la mort n'est pas lié à la peur, mais à la clarté. Il s'agit de vivre si pleinement, si courageusement que lorsque votre heure viendra, vous pourrez l'affronter sans regret. Les stoïciens pensent que la mort devrait être comme une amie, toujours proche, nous rappelant sans cesse de vivre avec urgence et avec un but. Camus l'a exprimé à sa manière. Il a dit « Nous devons imaginer Sisyphe heureux, même lorsqu'il pousse sans fin son rocher en haut de la colline. » Pourquoi ? Parce que même dans un monde sans sens garanti, nous pouvons toujours choisir de vivre avec beauté, défi et vérité. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. La mort n'est pas la fin de la conversation, c'est le début, c'est le miroir ultime. Elle reflète la vie que tu mènes et te demande « Est-ce la vie que tu veux ?» Si ce n'est pas le cas, n'attends pas, change-la.
Tu te dois d'arrêter de vivre en pilote automatique. Tu te dois de vivre une vie tellement réelle, tellement présente, tellement intentionnelle. Ainsi, lorsque ton dernier jour viendra, tu pourras regarder en arrière et dire « Je ne l'ai pas gâché ». On ressent une sécurité étrange en agissant comme tout le monde. Si tu suis les règles, respecte le plan, te fonds dans le groupe et ne pose jamais trop de questions. La vie a tendance à se dérouler plus facilement, du moins en apparence. Tu seras moins jugé, plus discret, et tu ne mettras personne mal à l'aise ni ne froisseras qui que ce soit. Tu seras accepté, voire félicité. Mais sous ce confort se cache souvent une forme silencieuse de désespoir. Le sentiment d'avoir échangé ton vrai moi contre un masque, de vivre une vie conçue par quelqu'un d'autre. Tes parents, pères, culture et fil d'actualité sur les réseaux sociaux. C'est la crise de la conformité, quand ta vie extérieure peut sembler parfaite aux yeux des autres, mais que ta vie intérieure meurt de faim. Søren Kierkegaard, le philosophe et théologien danois, a été l'un des premiers penseurs à mettre en garde contre cela. Il pensait que le plus grand danger pour l'individu n'était pas l'échec ou la souffrance, mais de se perdre dans la foule. Il a écrit que la foule est le mensonge. Cela signifie que lorsque vous commencez à vivre en fonction de ce que le collectif attend de vous, de ce qui est à la mode, de ce qui est convenable, de ce qui est normal, vous abandonnez votre responsabilité de devenir vous-même. Vous déléguez vos décisions, vous laissez l'opinion publique prendre le volant. Et ce qui est terrifiant, c'est que vous pourriez même ne pas vous en rendre compte, parce que la foule n'exige pas que vous vous trahissiez d'un seul coup. C'est subtil. Cela se produit par de petits compromis silencieux. Vous prenez l'emploi sûr au lieu de celui qui vous passionne. Vous cachez vos opinions pour ne blesser personne, portez des vêtements que vous n'aimez pas et répétez des phrases sans y croire. Vous vivez une vie qui ne vous ressemble pas, car c'est plus simple que d'être différent. Kierkegaard considérait cela comme une maladie spirituelle, non pas parce que cela avait un rapport avec la religion, mais parce que cela émoussait l'âme. Cela faisait oublier aux gens qu'ils étaient uniques, qu'ils avaient une relation personnelle avec la vie, et que personne d'autre ne pouvait vivre leur vie à leur place. Il croyait que pour être vraiment soi-même, il fallait savoir rester seul. À un certain moment, il faut affronter l'anxiété liée au fait de ne pas appartenir, l'inconfort d'être incompris, et la responsabilité de faire ses propres choix. Ce genre d'authenticité n'a pas de prix. Cela te coûte ton confort, l'approbation des autres et parfois des relations. Mais en retour, cela t'apporte quelque chose de bien plus précieux. Ton identité, ton intégrité, ta paix intérieure. Friedrich Nietzsche, le philosophe et provocateur allemand, a poussé cette idée encore plus loin. Il pensait que la plupart des gens vivent comme des animaux de troupeau. Ils se contentent de suivre la foule, obéissent sans réfléchir et vivent selon des valeurs qu'ils ont héritées, mais jamais remises en question. Pour Nietzsche, le but suprême n'était pas le bonheur ou la sécurité, mais de devenir qui vous êtes vraiment. Il appelait cela la voie du surhomme. Il ne s'agit pas d'une race supérieure ou d'un surhomme, comme on le comprend souvent à tort, mais d'un individu idéal qui crée ses propres valeurs et vit selon sa propre loi intérieure. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'autocréation. Il s'agit de se libérer du conditionnement de la société et de devenir l'auteur de sa propre vie. Nietzsche a averti que suivre aveuglément la morale, les coutumes ou la religion sans les remettre en question transforme les gens en ombre d'eux-mêmes. Ils ne vivent pas, ils obéissent, et ce faisant, ils passent à côté de tout le sens de l'existence humaine. La capacité de choisir, de questionner, de grandir et de créer du sens de l'intérieur. Il admirait ces rares individus qui avaient le courage de briser le moule, qui choisissaient la vérité plutôt que le confort, et qui étaient prêts à souffrir pour vivre honnêtement. Parce que pour Nietzsche, la souffrance n'était pas l'ennemi, c'était le creuset où le soi se forge, disait-il. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe comment.
Quand tu vis de façon authentique, tu souffres pour les bonnes raisons. Pas parce que tu es perdu ou que tu fais semblant, mais parce que tu construis quelque chose de réel. Vivre de façon authentique, ce n'est donc pas être différent juste pour le principe. Il ne s'agit ni de rébellion, d'esthétique ou de politique identitaire, mais d'alignement. Il s'agit d'être brutalement honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je crois ? Quelles sont mes valeurs ? Quel genre de vie est-ce que je veux vraiment mener ? Puis vivre selon ces réponses, même sans l'approbation du monde. L'authenticité n'est pas un simple moment de clarté. C'est un processus qui dure toute la vie. Il faut continuer à la choisir encore et encore, dans les grandes décisions, comme dans les petites. Tu dois te reprendre quand tu commences à retomber dans des habitudes qui ne sont pas les tiennes. Tu dois remettre en question les récits que tu as hérités sur la réussite, sur les relations, sur ce que cela signifie d'être normal. Le monde essaiera constamment de te ramener à la conformité. Il te récompensera si tu restes dans le rang, si tu fais ce qu'on attend de toi, si tu poursuis ce que tout le monde poursuit. Mais voici la vérité. La vie que tu es censé vivre n'existe pas dans le scénario qu'on t'a donné. Elle doit être écrite à partir de zéro, et l'écrire est désordonné, inconfortable et souvent solitaire. Mais la récompense, c'est la liberté. Il ne s'agit pas de la liberté d'enfreindre les règles pour s'amuser, mais de celle, plus profonde, issue de la connaissance. Tu ne fais plus semblant, tu ne joues plus un rôle que... Tu as arrêté de vivre pour les applaudissements, et tu as commencé à vivre à partir de ton essence. Choisir l'authenticité plutôt que la conformité est un acte radical dans le monde d'aujourd'hui. Cela signifie que tu pourrais gagner moins d'argent, que certaines personnes ne te comprendront pas, et que tu devras faire des choix difficiles qui vont à contre-courant. Mais en contrepartie, tu as la chance de vivre une vie qui te ressemble vraiment. Tu peux te réveiller le matin sans avoir l'impression d'être un imposteur dans ta propre peau. Tu peux te voir dans le miroir, avec des défauts certes, mais réels, vivants, éveillés. Demande-toi, combien de ta vie t'appartient vraiment ? Combien de tes opinions sont vraiment les tiennes ? Combien de tes choix ont été faits parce que tu les voulais vraiment, et non parce qu'on les attendait de toi ? Vis-tu pour l'approbation ou pour la vérité ? Suis-tu un chemin parce qu'il te semble juste ou simplement parce qu'il t'est familier ? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires si tu veux te libérer de l'emprise invisible du conformisme. N'attends pas la permission d'être toi-même, n'attends pas que le monde soit prêt pour qui tu es. Kierkegaard et Nietzsche n'ont pas écrit pour les masses, mais pour des individus prêts à penser par eux-mêmes. Pour les personnes assez courageuses pour suivre leur propre chemin, même lorsque ce chemin est difficile, incertain et solitaire. Mais rappelle-toi, cette authenticité peut être inconfortable, mais elle n'est jamais vide. À la fin, tu peux tromper le monde, mais pas toi-même. Tu sais quand tu vis en accord avec toi-même, et tu sais quand ce n'est pas le cas. Alors s'il y a une voix en toi qui essaie de parler, écoute-la. S'il y a une version de toi que tu as enterrée pour t'intégrer, fais-la ressortir. Si tu joues un rôle depuis si longtemps que tu as oublié qui tu étais avant que la pièce ne commence, va retrouver cette personne. Pas pour le monde, pour toi. Parce que ta vie, ta seule et unique vie, mérite d'être vécue pleinement, honnêtement et sans excuse. Et aucune quantité d'approbation ne remplacera jamais la paix silencieuse de savoir que tu es resté fidèle à toi-même. On pense souvent que le bonheur vient du confort, de la facilité et de l'absence de lutte. On nous dit que si nous pouvons simplement éliminer le stress, éviter les conflits et atteindre un certain plateau paisible et sans douleur, alors nous serons enfin heureux. Mais la vraie vie ne fonctionne que rarement ainsi. Et plus important encore, cette idée est fondamentalement erronée. Ce n'est pas le confort ni une paix passive qui donne du sens à nos vies, mais la lutte intentionnelle et choisie. En repensant aux chapitres clés de ta vie, ceux qui t'ont façonné et appris le plus, tu remarqueras quelque chose.
Ce n'étaient pas les plus faciles, mais ceux que tu as dû traverser en te battant, t'éprouvant et te forçant à grandir. Et c'est ce que Viktor Frankl, le neurologue et psychiatre autrichien survivant de l'Holocauste, avait compris mieux que presque n'importe qui. La philosophie de Frankl, appelée logothérapie, reposait sur une idée très simple mais puissante. La motivation première dans la vie n'est pas le plaisir, comme l'affirmait Freud, mais le sens. Il soutenait que les êtres humains peuvent endurer presque tout. La souffrance, les difficultés, la perte, s'ils croient que cela leur aura du sens. Frankl a survécu à Auschwitz, un des environnements les plus terribles imaginables, et en est ressorti convaincu que la vie peut avoir un sens même dans les situations les plus désespérées. Il a observé que ceux qui survivaient au camp n'étaient pas toujours les plus forts physiquement, mais souvent ceux qui avaient une raison de vivre, une personne, un objectif, une vision de l'avenir. Comment savoir quelles luttes ont du sens et lesquelles ne sont que des souffrances inutiles ? Comment distinguer la douleur qui fait partie de ta croissance de celle qui ne fait que te maintenir bloqué ? La différence est dans le but. Une lutte significative te rapproche de ce que tu apprécies vraiment. C'est le travail difficile de construire quelque chose qui compte pour toi. C'est l'inconfort de poursuivre ton potentiel, même lorsque cela fait peur. C'est le travail émotionnel de guérir d'un traumatisme, d'être honnête dans tes relations, ou d'affronter tes propres limites. Ces choses ne sont pas faciles, mais elles en valent la peine. Elles te font avancer. Elles élargissent ta vie. D'un autre côté, la lutte sans sens, c'est ce qui se passe quand tu es coincé dans des cycles qui ne mènent nulle part. C'est occuper un emploi que tu détestes uniquement pour l'argent, en sachant que cela t'épuise. C'est rester dans des relations toxiques parce que tu as peur d'être seul. C'est faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas jour après jour parce que tu crains le rejet plus que tu n'accordes de valeur à ton authenticité. Ces types de luttes sont lourdes, épuisantes et stagnantes. Elles ne t'apprennent rien. Elles ne te connectent pas à ton moi profond. Elles te fatiguent simplement. Et le plus tragique, c'est que les gens choisissent souvent ces luttes parce qu'elles semblent plus sûres. Elles sont familières, prévisibles. Mais cette sécurité a un prix. Ta vitalité, ta créativité et ton sens du but. Frankl considérait la responsabilité comme clé du sens. Que pour vivre une vie pleine de sens, tu dois prendre la responsabilité non seulement de survivre, mais aussi de choisir ta réponse face aux défis de la vie. Il appelait cela la dernière des libertés humaines, la capacité de choisir ton attitude dans n'importe quelle situation. Même dans un camp de concentration, dépouillé de tout, Frankl a compris qu'il pouvait encore contrôler la façon dont il faisait face à sa souffrance. Ce choix, la façon dont nous répondons à la douleur, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et dans un monde obsédé par la difficulté de la voix, c'est une idée radicale. La plupart d'entre nous font tout pour éviter la douleur. Nous évitons les conversations difficiles, nous repoussons les décisions compliquées, nous nous distrayons de l'inconfort. Mais ce faisant, nous évitons aussi ce qui donne de la profondeur à la vie. Et si nous changions d'état d'esprit ? Et si nous arrêtions de nous demander « Comment puis-je éviter la difficulté ?» Et si, au lieu de chercher le confort, nous nous demandions quel combat mérite d'être mené et poursuivions le sens ? Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance ou les difficultés sans raison. Cela signifie que nous ne devrions plus craindre le chemin difficile, surtout s'il mène à quelque chose de réel. Vous voulez construire une vie créative. Vous devrez affronter le doute de soi, la critique et la peur de l'échec. Vous voulez construire des relations significatives. Vous devrez affronter la vulnérabilité, les conflits et l'honnêteté émotionnelle pour devenir la personne que vous êtes censé être. Vous devrez affronter l'inconfort de laisser derrière vous celle que vous n'êtes plus. Ce n'est pas souffrir pour le plaisir de souffrir, ce sont les douleurs de la croissance, c'est la transformation. Il y a de la dignité dans la lutte. Quand c'est aligné avec vos valeurs, il y a de la force à choisir la voie difficile si elle vous mène vers quelque chose qui compte. Et lorsque vous changez d'état d'esprit, passant d'éviter la douleur à embrasser des défis porteurs de sens, tout change. Vous commencez à voir les obstacles comme des invitations. Vous commencez à voir la peur, non pas comme un signal d'alarme, mais comme un signe que vous êtes à l'aube de quelque chose d'important. Vous cessez de vous demander comment faciliter la vie et commencez à vous demander comment l'enrichir. Cette question conduit à une vie plus profonde, parfois désagréable mais toujours authentique. Trop souvent, nous confondons le plaisir avec le sens. Nous pensons que nous serons heureux si nous éliminons tout le stress et toutes les frictions.
Mais une vie sans friction est aussi une vie sans élan. Tu peux te laisser porter un moment, bien sûr, mais finalement tu ressentiras ce vide qui s'installe. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es fait pour plus que le confort. Tu es fait pour grandir, pour servir, pour créer, pour aimer. Tout cela demande des efforts. Elles exigent quelque chose de toi, mais ce qu'elles te donnent en retour est bien plus grand que ce qu'elles prennent. Tu n'as pas besoin de souffrir sans fin pour vivre une vie pleine de sens, mais tu dois arrêter de fuir la difficulté. Tu dois commencer à choisir des défis qui comptent pour toi. Commencer à regarder tes luttes actuelles. Lesquelles d'entre elles construisent quelque chose? Lesquelles ressemblent à des sacrifices que tu es prêt à faire? Lesquelles d'entre elles te semblent liées à ton objectif? Et lesquelles te vident sans rien te donner en retour? Sois honnête, puis commence à faire des changements. Commence à orienter ton énergie vers les difficultés qui te font avancer. Il n'est pas nécessaire d'être extraordinaire. Il suffit d'être prêt à choisir le combat qui a du sens plutôt que la facilité. Prêt à prendre tes responsabilités quand il serait plus facile de blâmer. Prêt à souffrir pour les bonnes raisons, parce que l'alternative, c'est de souffrir sans aucune raison. Et ça, comme Viktor Frankl nous l'enseigne, c'est la véritable tragédie. Au moment où tu commences à prendre la responsabilité de ta lutte, elle commence à se transformer. Elle devient sacrée. Elle devient une histoire dont tu es fier. Elle devient le feu qui forge qui tu es. Tu cesses d'être une victime de la vie et tu commences à en devenir un participant. Et c'est là que réside le sens. Non pas en évitant la tempête, mais en apprenant à danser à travers elle avec un but. C'est là que tu reprends possession de ta vie. Pas quand elle est parfaite, mais quand elle t'appartient. Comprendre la crise de la vie en pilote automatique et réfléchir à ta mortalité ou à ton authenticité est puissant, mais cela ne change pas ta vie, à moins d'agir. La prise de conscience est l'étincelle, mais l'action est le feu. Si tu veux sortir du pilote automatique, tu dois faire plus que simplement penser différemment, tu dois vivre différemment. Et cela ne veut pas dire quitter ton travail demain, ou partir vivre à la montagne. Cela signifie commencer petit. Cela signifie prendre conscience des moments où tu es en pilotage automatique et prendre de petites décisions intentionnelles qui te ramènent lentement à la présence. Les grands changements sont accablants, mais de petits pas faits régulièrement changeront le cours de ta vie sans même que tu t'en rendes compte au début. L'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour s'éveiller est le journal existentiel. Il ne s'agit pas de noter ce que tu as mangé ou les courses que tu as faites. Il s'agit de réfléchir en profondeur aux questions qui comptent vraiment. Chaque matin ou chaque soir, prends 5 à 10 minutes et demande-toi « Si aujourd'hui était mon dernier jour, de quoi voudrais-je me souvenir ? Qu'est-ce que je regretterais ? Ai-je vécu en accord avec ce qui compte pour moi ? » Ce ne sont pas des questions confortables, mais elles vont droit à l'essentiel. Elles vous poussent à examiner vos actions et à vous demander si elles reflètent qui vous êtes et souhaitez devenir. Avec le temps, cette pratique aiguisera votre conscience. Vous commencerez à remarquer quand vous agissez par peur ou par habitude et quand vous agissez avec intention. Vous sentirez la différence entre une journée vraiment vécue et une journée qui vous échappe simplement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de poser la même question chaque jour. Une question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, que ferais-je autrement ? Elle sait révéler la vérité en vous, progressivement. Plus vous y répondez, plus vous devenez honnête. Vous commencez à voir où vous êtes bloqué, où vous trouvez des excuses, et où vous vivez la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la vôtre. Cela débute par de petites prises de conscience, comme la façon dont vous passez vos soirées, vos relations, ou votre traitement du corps, qui finissent par entraîner un profond changement intérieur. Vous commencez à vivre chaque jour comme un choix, et non comme une obligation, tout en tenant un journal. Pour perturber le pilote automatique, il suffit de briser volontairement sa routine. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. En fait, vous ne devriez pas. Mais vous pouvez commencer par faire de petites choses différemment. Levez-vous 10 minutes plus tôt,
Restez silencieux et changez d'itinéraire pour aller au travail. Mangez quelque chose que vous n'avez jamais goûté auparavant. Engagez la conversation avec quelqu'un que vous ignorez habituellement. Éteignez votre téléphone pendant 1 heure et voyez ce que cela fait. Ces changements peuvent te sembler petits ou même absurdes, mais c'est justement le but. Ils brisent la routine. Le pilote automatique se nourrit de la prévisibilité. Au moment où vous introduisez quelque chose de nouveau dans votre journée, votre esprit s'éveille, vous devenez plus attentif, plus impliqué. Vous vous rappelez que vous avez du pouvoir, que votre vie ne vous arrive pas simplement. Vous y participez activement. Vous pouvez aller encore plus loin en pratiquant ce que l'on pourrait appeler des rappels existentiels en pleine conscience. Ce sont des instants, dans la journée, où vous faites une pause pour vous rappeler que vous êtes vivant, ici et maintenant, et que ce moment est unique. Pas besoin d'encens, de chant ou de silence parfait. Il suffit de s'arrêter et de respirer. Observez votre environnement, sentez votre corps sur la chaise et notez la lumière ambiante. Reconnaissez le fait que vous êtes un être conscient, en train de vivre ce moment précis de l'existence. Vous pouvez même créer de petits rituels. Une grande inspiration avant d'ouvrir votre boîte mail, un instant de silence avant de parler en réunion, ou une phrase comme « ce n'est pas pour toujours » murmurée à soi-même. Lorsque vous êtes frustré, ennuyé ou tenté de décrocher mentalement, ces rappels peuvent être des ancres qui vous ramènent dans le présent, là où se déroule votre vraie vie. Une autre façon est de méditer sur l'impermanence, de façon claire et concentrée, sans gravité. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir au fait que tout ce que vous vivez en ce moment, votre jeunesse, vos relations, vos défis, est temporaire. Ce n'est pas destiné à vous effrayer, c'est destiné à renforcer votre appréciation. Sachant que rien ne dure, vous cessez de tout prendre pour acquis et d'agir en pilote automatique. Vous réalisez combien même les moments banals sont précieux. Le goût de votre café, le son du rire de quelqu'un, la sensation de vos pieds sur le sol. Vous commencez à vivre les yeux ouverts, le cœur ouvert. Le plus dur, ce n'est pas de commencer, mais de continuer. Il est facile de se réveiller motivé quelques jours ou semaines. Mais bientôt la vie reprend. Le travail s'accumule, les obligations reviennent, et la motivation s'estompe. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose de plus. Le changement significatif est lent. Cela ne se produit pas en un seul éclair d'inspiration, mais dans l'accumulation d'actes petits et constants. Vous ne vous sentirez peut-être pas différent, après avoir écrit dans un journal, pris un moment de calme ou eu une nouvelle conversation, mais en répétant ces actions chaque jour, un changement profond s'opère. Votre vie prend une nouvelle forme, pas à cause d'un moment dramatique, mais grâce à la décision silencieuse et répétée de vivre avec intention. La patience n'est pas passive. La patience est la discipline de continuer à être présent même quand il semble que rien ne se passe. Pensez-y comme à planter des graines. Vous ne voyez pas la croissance immédiatement, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne se produit pas sous la surface. Les choses changent, votre conscience s'élargit, vos choix deviennent plus clairs, vos valeurs deviennent plus visibles. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous vous réveillerez et vous vous sentirez différent. Pas parce que votre vie extérieure a radicalement changé, mais parce que vous y êtes enfin pleinement, présentement, courageusement. Vous n'êtes plus un simple spectateur, vous n'êtes plus engourdi, vous êtes vivant. Et peut-être que c'est ça, le véritable objectif. Pas de tout réparer, pas d'être parfait, mais simplement d'être là pour vivre une vie à laquelle vous êtes éveillé. C'est ça, sortir du pilote automatique, au fond. Ce n'est pas que vous ne vous rendormez jamais, mais que vous choisissez de vous réveiller chaque jour. Même quand c'est difficile, même quand c'est ennuyeux, même quand vous êtes fatigué. Vous choisissez d'être présent dans votre vie parce que c'est la seule que vous avez. Et elle mérite plus que vos réponses automatiques. Elle mérite votre attention, votre présence, votre amour. Commencez dès aujourd'hui. Écrivez une phrase sincère dans un journal, faites une chose différemment, inspirez profondément et ressentez ce que c'est d'être vivant maintenant. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Et une fois que vous avez commencé, continuez lentement, doucement, mais avec constance. On construit une vie qui vaut la peine d'être vécue, non pas d'un coup, mais à chaque moment conscient.
Il y a une vérité qui repose tranquillement sous tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo. La vie est courte, plus courte qu'on ne le pense, plus courte qu'on ne le voudrait. Et le plus douloureux dans cette vérité, ce n'est pas la mort elle-même, c'est à quel point nous l'oublions facilement. Nous passons tellement de temps à être distraits, anxieux, à attendre le bon moment pour nous exprimer, attendre les conditions parfaites pour poursuivre nos rêves, attendre la clarté, la confiance, la permission. Mais le bon moment n'arrive jamais, pas comme nous l'imaginons. La vie ne nous donne pas de signes, elle ne s'arrête pas pour nous laisser rattraper, elle avance simplement sans relâche, sans s'excuser. Alors si tu attends le bon moment, je te le dis maintenant, il n'existe pas. Le seul moment que tu as, c'est celui qui est devant toi maintenant. Et si tu ne l'utilises pas, tu le perdras. Ce moment, cette seconde même, alors que tu es assis ici à écouter, c'est la seule chose qui soit réelle. Le passé est fini, le futur incertain, mais ce qui était là t'appartient. L'air dans tes poumons, tes pensées, les battements de ton cœur. C'est ta vie, et elle se déroule, que tu y participes ou non. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire ? Vas-tu la traverser en espérant que les choses changent d'elles-mêmes ? Ou vas-tu l'affronter en face, les yeux ouverts et le cœur prêt ? Parce que personne d'autre ne viendra te sauver, personne ne vivra ta vie à ta place, et personne ne peut te donner un sens. C'est à toi de le créer. Ce n'est pas un fardeau, c'est la plus grande des libertés. C'est ça, le cœur de l'existentialisme, pas le désespoir, pas l'absence d'espoir, mais la prise en charge radicale, dit-il. Oui, la vie est incertaine, la mort inévitable et la souffrance fait partie du contrat. Mais alors ? Et alors ? Tu es toujours là, tu respires encore, tu peux encore choisir ce que ta vie signifie, et ce choix, ce minuscule espace entre ce qui arrive et la façon dont tu réagis, c'est là que réside tout ton pouvoir. Viktor Frankl le savait, même dans les pires circonstances. Nietzsche l'a crié à travers le feu, et Kierkegaard s'y est confronté dans le silence et la solitude. Sartre l'a vécu avec une intensité implacable, et Camus, malgré toute l'absurdité, a quand même choisi la révolte, a quand même choisi de vivre. C'est une théorie abstraite, et une manière d'être, signifiant vivre intentionnellement, même lorsque le monde essaie de t'attirer dans le confort du pilote automatique. Cela signifie choisir la vérité, même lorsque le mensonge serait plus facile. Cela signifie choisir l'effort, même lorsque la paresse est plus tentante. Et cela signifie choisir de s'aimer soi-même, ainsi que les autres. Cette vie étrange, belle et terrifiante, même lorsqu'elle est désordonnée, incertaine et imparfaite. L'existentialisme ne promet pas la facilité, il promet la responsabilité. Mais avec cette responsabilité vient le pouvoir. Tu n'as pas à subir ton passé ni à suivre un chemin imposé, tu peux réécrire ton histoire et recommencer dès aujourd'hui. Maintenant, ici même, le monde essaiera de te convaincre que tu es petit, que tu devrais rester silencieux, suivre les règles, jouer la sécurité. Mais la vérité, c'est que tu es plus puissant que tu ne le penses. Pas parce que tu peux tout contrôler, parce que tu ne le peux pas, mais parce que tu peux choisir comment tu fais face à ce que la vie t'apporte. Tu peux choisir de souffrir pour quelque chose qui a du sens. Tu peux choisir de te démarquer de la foule et de vivre de façon authentique. Tu peux choisir d'assumer la responsabilité de ton propre devenir chaque jour. C'est ça, le courage existentiel, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré tout, d'être pleinement présent. Malgré l'incertitude, vivre délibérément dans un monde qui préférerait que tu restes endormi. Que ceci soit ton signal d'alarme, le moment où tu choisis que ta vie compte trop pour la vivre passivement. Que tu n'es plus prêt à laisser les jours se confondre, que tu as fini d'attendre la confiance, d'attendre la motivation, d'attendre le moment parfait. Le moment parfait est un mythe. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Tout ce que tu as jamais eu, c'est maintenant. Et plus tôt tu commenceras à traiter ce moment comme le miracle qu'il est, plus tôt tu commenceras à vivre la vie que tu étais destiné à vivre. Pas un jour, pas quand ce sera facile, mais maintenant. Commence par prendre aujourd'hui une décision qui reflète qui tu es vraiment. Dis ce que tu as eu peur de dire, fais le premier pas vers ce rêve que tu as enfoui. Arrête de t'excuser de vouloir plus. Arrête de minimiser ta douleur. Arrête de cacher ta vérité. Commence à te montrer, pas comme la personne que tu penses devoir être, mais comme celle que tu es. Et continue de te montrer. Même quand tu trébuches, même quand personne d'autre ne comprend, même quand c'est difficile parce que c'est ça, vivre intentionnellement. Ce n'est ni glamour, ni toujours inspirant, mais c'est réel, brut et à toi.
Il y a une phrase d'Albert Camus qui résume tout ce dont nous avons parlé en une seule respiration. Il a dit « Au plus fort de l'hiver, j'ai finalement appris qu'il y avait en moi un été invincible. » Cette phrase n'est pas seulement poétique, c'est une vérité enfouie en chacun de nous. Peu importe à quel point tu t'es senti engourdi, perdu, insignifiant ou déconnecté, tu as toujours cet été en toi. Tu as encore de la lumière, tu as encore de la force, tu as encore la capacité de choisir de te relever, de recommencer. Alors ne gaspille pas un jour de plus. Ne gaspille pas un souffle de plus à faire semblant que ce n'est pas ta seule et unique vie. Ça l'est. Elle est trop précieuse, sauvage et éphémère pour être vécue à moitié. Réveille-toi, choisis ta vie consciemment, vis délibérément, que ce soit ta rébellion, que ce soit ton héritage, que ce soit ta liberté.